La première, 9h-10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption. J'ai dit à mon mari, nous on va aller au Palais Royal, on va aller voir. Je vais l'apprendre que la Flandre fait sécession. Vraiment n'importe quoi, franchement, ce pays. C'est l'histoire d'un pays qui meurt un soir de décembre. C'est l'histoire d'une nation qui voit le jour un soir de décembre. C'est l'histoire de la Belgique scindée, coupée, divisée à la veille de Noël. C'est une petite histoire qui pourrait être la grande histoire. Mais c'est un canular, une farce, une fiction. C'est l'histoire de Bye Bye Belgium. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Et on se replonge aujourd'hui dans un événement médiatique et politique, la fiction documentaire Bye Bye Belgium, diffusée par la RTBF il y a 15 ans à peu près, le 13 décembre 2006. Oui, ce jour-là, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait. Au moment où il a regardé Bye Bye Belgium, ce jour-là, la RTBF décide de transgresser toutes les lignes de la déontologie, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait nulle part ailleurs, diffuser un JT spécial qui annonce une fausse nouvelle montée de toutes pièces, la séparation de la Belgique après une déclaration d'indépendance de la Flandre. La polémique, Bertrand, a été à la hauteur de la transgression. Oui, et l'idée de la chaîne publique était de susciter le débat, de réveiller le public francophone par rapport à un risque qu'il ne prendrait pas alors suffisamment en compte, les volontés séparatistes des nationalistes flamands. Il faut rappeler un petit peu le contexte, c'est celui de l'élection d'un nombre record pour l'époque de députés du Vlaams-Belang à la Chambre, ils sont encore un peu plus nombreux aujourd'hui. C'est aussi celui de la création d'un nouveau parti, la NVA. C'est aussi des débats sans fin sur la scission de l'arrondissement de Bruxelles-Vilvoorde, exigée alors par la Flandre, mais refusée par les francophones qui ne se disent demandeurs de rien. Alors, 15 ans plus tard, pas mal de questions se posent encore. La RTBF a-t-elle atteint ses objectifs ce soir-là ? Y avait-il autre chose qu'un coup médiatique derrière Bye Bye Belgium ? Et puis, bien sûr, est-ce que le documentaire a eu raison ? Sur le fond, le pays est-il vraiment au bord de la scission ? Pour en parler avec nous, deux journalistes de la RTBF qui travaillaient ce jour-là, un qui soutenait le projet, l'autre qui le dénonçait. Car oui, Bye Bye Belgium a divisé la RTBF tout autant que la Belgique. Pierre Marlet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable éditorial de La Première aujourd'hui et à l'époque, vous étiez coordinateur de ce projet Bye Bye Belgium, c'est ça, ici à la RTBF. En un mot, à refaire, vous le referiez ? C'est le genre de choses qu'on ne fait qu'une fois dans sa vie, comme je l'ai dit toujours. Donc cette question ne se pose pas. On ne peut pas refaire quelque chose comme ça. Mais je suis fier de l'avoir fait. Hervé de Guélinck, vous êtes maintenant à la retraite, mais ce jour-là, vous étiez éditeur du JT et rédacteur en chef de la cellule politique, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. J'étais donc l'éditeur du vrai journal avec le vrai François de Brigode, avant que son clone, je vais le dire comme ça, revienne à l'antenne pour faire ce que moi j'appelle un fake news. On comprend presque à demi-mot à refaire, vous le referiez ou pas ? Moi, j'étais contre dès le début, donc je reste effectivement tout à fait contre. Allez, on se replonge dans cette soirée très spéciale du 13 décembre 2006. Il est un peu plus de 20h au café Le Tonneau de Jodogne. Evelyne et Paul, les tenanciers, commencent à fatiguer d'une longue journée, mais le café est plein et la pompe ne cesse de cracher ses bières. Dans le coin, au-dessus de l'aquarium, la télévision est allumée, en sourdine car il n'y a pas foot aujourd'hui, mais c'est comme ça, ici, la télévision reste tout le temps allumée. Dans l'indifférence générale, après le JT du soir, sur la RTBF, commence l'émission documentaire Question à la une. Le générique retentit, l'émission commence, pas grand monde ne la remarque, pas grand monde ne la regarde. Les éclats de voix masquent largement le son de la télévision. C'est donc dans l'indifférence générale que l'émission s'interrompt brusquement. Avec une allocation de chômage cumulée avec des petits boulots au noir, Nancy. Vas-y vite parce qu'on est à l'antenne et il s'agit... Attention François, générique, c'est parti.
bonsoir à tous. L'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption. Événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre Question à la une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance. Vous l'avez compris, le moment est important. En clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. Les différentes rédactions de l'RTBF sont bien sûr ce soir mobilisées. Excusez-moi. Dans le café, c'est désormais le silence. Comme dans beaucoup de foyers francophones, les yeux sont désormais rivés à l'écran. Des yeux tellement surpris qu'ils ont à peine vu l'avertissement. Ceci est peut-être une fiction qui est apparue durant 2 secondes. Ces yeux ébahis ne remarquent pas non plus le discret logo de l'émission « Ceci nous rendra pas le Congo » qui a remplacé le traditionnel logo du JT. Non, pour la majorité des téléspectateurs, le pays est en train de s'effondrer en direct. La RTBF est d'ailleurs devant le Palais Royal. Eh bien, François, c'est un véritable coup de tonnerre ici au Palais Royal. Il se murmure, c'est encore seulement un murmure, mais qu'Albert II projetterait de se déclarer dans l'impossibilité de régner suite à ce dont vous avez parlé, à savoir ces décisions que le Parlement flamand prendrait de façon imminente, une décision avec laquelle le roi Albert II est en total désaccord. Le roi serait même parti à l'étranger, fuyant le pays. Mais le meilleur reste à venir. Le présentateur lance maintenant un journaliste devant le Parlement flamand. Derrière lui, un groupe d'hommes chante et agite des drapeaux flamands. François, je me trouve devant la façade du Parlement flamand et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons confirmation depuis quelques instants. Les parlementaires réunis ici viennent de décider à une écrasante majorité, semble-t-il, l'indépendance de la Flandre, l'indépendance pour tout de suite. Vous le voyez et vous l'entendez derrière moi, une première manifestation s'organise à l'instant et donc on a entendu également il y a quelques minutes des exclamations, des hurrahs venant de l'Assemblée. Sans doute était-ce le moment où le vote a eu lieu, mais donc on ose à peine le croire, François, à l'instant où je vous parle, la Belgique a cessé d'exister. Dans le café de Jodogne, comme dans presque tous les foyers francophones où la télévision était allumée, cette fois le silence a laissé place à des interrogations, des coups de téléphone, des « mais c'est pas vrai »,« mais non »,« mais c'est dingue ». Un peu comme le 11 septembre, mais cette fois-ci ce n'est pas des tours qui s'effondrent, c'est un pays. Il y a même Jean-Marie de Decker, un sénateur flamand, qui s'en félicite en direct. Eh bien, c'est mon rêve ultime d'homme politique qui s'est réalisé aujourd'hui. Cette journée devient la nouvelle fête nationale pour la Flandre, car nous avons enfin une démocratie. Nous vivions dans une sorte de mariage de raison. Nous sommes maintenant délivrés des Saxe-Cobourg, dont nous subissions la mainmise sur la base de l'hérédité. C'est vraiment une journée fantastique aujourd'hui. Pendant ce temps, à Namur, le président du Parlement de Wallonie, José Appart, est encore au travail. José Appart, le combattant des fourrons, c'est l'homme qui incarne sans doute le plus le régionalisme wallon. Son téléphone sonne, il apprend la nouvelle, là aussi, en direct. Oui. Oui, mais il fallait s'y attendre. Enfin, il nous reste l'Europe. De toute façon, on ne va pas se laisser abattre. Allez, à tout à l'heure, je t'attends. Voilà. Je vais l'apprendre que la Flandre fait sécession. Ils ont décidé de créer leur État. C'était dans l'air, on se doutait depuis quelques jours, il y avait des rumeurs, on ne savait pas quand. Ils ont décidé que ce serait déjà pour cette année. Je croyais, pour ma part, qu'ils attendraient plutôt les élections législatives de 2007, que progressivement, ils attendent de voir le résultat des élections, notamment du Vlaamse Blok et du CD&V, mais ils ont décidé d'aller plus vite. C'est leur choix. L'émission continue. Alain Gerlache, directeur de la TV, grand spécialiste de la politique, annonce un saut dans l'inconnu. Le pays est comme dans un no man's land. On ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, même les trams doivent s'arrêter devant la frontière linguistique qui, tout à coup, est devenue une frontière d'État. Votre attention, mesdames et messieurs. Ce soir, suite à une décision du Parlement flamand,
les trams de la STIP ne peuvent plus desservir la région flamande. Un bus de la compagnie Delaine vous attend et il vous conduira à votre destination. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Merci. Complètement malade. Vraiment n'importe quoi, franchement, ce pays. Et nous qui avons les abonnements de la STIP, qu'est-ce qu'on fait avec le bus de la... Ah oui, c'est vrai, on est censé payer là. Bien. Mais on vit dans combien de pays? On vit dans combien de pays? L'image est incroyable, mais l'émission spéciale continue. En direct du Parlement européen qui se réunit en urgence, et puis un communiqué du gouvernement qui appelle à ne pas sombrer dans la violence. Oui, la Belgique est en plein chaos, et 35 minutes après le début de l'émission, on signale que nous allons aussi pouvoir découvrir une nouvelle déclaration qui fait suite à l'annonce de l'indépendance de la Flandre ce soir et dont on vous rend compte dans la fiction qu'on vous présente pour l'instant. Il s'agit d'Étienne Davignon, ancien commissaire européen. François de Brigode utilise le mot fiction pour la première fois. Très vite apparaît alors un bandeau déroulant « Ceci est peut-être une fiction ». Il apparaît puis disparaît. Enfin, après 36 minutes et 20 secondes, « Ceci est une fiction » apparaît clairement et durablement. L'émission pourtant est loin d'être terminée et la polémique, elle, ne fait que commencer. La première, 9h, 10h, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Et on retisse le fil de cette soirée incroyable à la RTBF. Oui, pour ceux qui l'ont vécu, oui. Alors on s'est donc arrêté au moment où le bandeau « Ceci est une fiction » apparaît. Après plus de 30 minutes d'émission, on va vous raconter comment ce bandeau est apparu et l'histoire qui s'est jouée dans les coulisses avant, pendant et après l'émission, en particulier les tensions avec les différents partis politiques francophones. Mais avant, il nous faut tirer au clair 2 ou 3 choses. Pierre Marlet, vous êtes donc aujourd'hui responsable éditorial pour la première. À l'époque, vous coordonniez le projet aux côtés de Philippe Dutilleul qui le réalisait. Comment et pourquoi la RTBF a-t-elle décidé de se lancer dans un tel bazar ? Alors c'est un projet assez ancien de Philippe Dutilleul qui tenait cette idée à cœur, qui a mis longtemps à progresser. En fait, il y a eu une opération, moi j'étais pas du tout au courant au départ, j'étais mis au courant dans la dernière ligne droite, je suis devenu coordinateur 1 ou 2 mois avant que l'opération ne soit mise sur pied. L'idée déjà qui était dans la tête de Philippe Dutilleul, c'était de réaliser une espèce de faux journal ou de fausse émission qui allait faire comme si la Flandre déclarait son indépendance. Il avait ce projet depuis longtemps et il avait l'idée que pour que ça ait toute sa force, tout son impact, il fallait effectivement prendre les téléspectateurs par surprise, dans l'idée que le grand public devait s'emparer de ce qui était à l'époque un débat sur la place, non pas publique, mais surtout dans les cercles politiques. C'est vrai que moi, ça m'a parlé parce que, couvrant beaucoup dans les années 90 l'actualité politique belge, je voyais quand même que le débat communautaire, il était profond, il existait, qu'il y avait un courant nationaliste puissant en Flandre. Et chaque fois que j'en parlais autour de moi avec des amis ou autres, on disait toujours « Oh oui, mais ça c'est les politiques, ça c'est vous les journalistes, mais c'est vous qui exagérez, mais les Flamands ne sont pas comme ça, etc. » Et donc il y avait une espèce de volonté, comme l'autruche, de se mettre la tête dans le sable, de ne pas voir ce qui peut-être se préparait. Et je trouvais ça assez préoccupant. Et je crois que dans la tête de Philippe Dutilleul, il y avait quelque chose d'analogue, pour en avoir parlé avec lui, c'était cette idée qu'il fallait créer quelque chose pour que le grand public francophone se rende compte qu'il y avait peut-être le risque que la Belgique éclate. Créer la surprise, créer une forme d'électrochoc, c'est ça que vous dites, Pierre Marlet. Hervé de Guélin, vous étiez à l'époque rédacteur en chef de l'information politique ici à la RTBF. Comment est-ce que ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez été mis au courant de ce projet ? Alors, j'ai été mis au courant de ce projet bien avant Pierre, je suppose. Je ne me souviens plus très bien, mais c'était plus de 2 mois ou 3 mois avant, certainement. C'était encore à l'esquisse d'un projet au nom de code très secret, Karine et Rebecca. Karine et Rebecca. Je ne sais pas pourquoi Karine et Rebecca, il faudra poser la question à ceux qui ont imaginé ça. Mais bon, premier point, on m'a expliqué le but. On va faire un coup. On va vraiment faire un buzz. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les audiences du JT de la RTBF n'étaient pas très bonnes depuis, vous avez évoqué le 11 septembre, et depuis la chute des tours où on a pris l'antenne en direct un peu en retard, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, les audiences ont chuté, je ne vais pas dire comme les tours, mais enfin, bon, un peu équivalent. Donc, on voulait vraiment marquer le coup en haut lieu. Et donc,
clairement été dit, on va faire un coup, on veut vraiment faire un buzz. Moi, j'ai dit, vous êtes où? Ah oui, la comparaison, c'était la guerre des mondes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce feuilleton radiophonique imaginé par Orson Welles en 1938. Là, ce n'était pas des méchants flamands, c'était des méchants martiens. Mais bon. Et auquel beaucoup de gens ont cru. Il y a eu beaucoup d'appels aux services d'urgence de l'époque aux États-Unis. Absolument. Donc, je leur ai dit, mais si on fait ça, c'est pas possible. On ne peut pas jamais. Moi, je ne jouerai dans cette pièce-là. Jamais, jamais. Et les gens qui travaillent avec moi savent que quand je dis jamais, en général, c'est jamais. Ouais, et vous avez refusé donc jusqu'au bout. Et donc, oui, voilà. Et donc, du coup, on ne m'en a plus du tout parlé. Et ce n'est que peut-être une semaine ou deux avant l'antenne qu'un jour, un journaliste de mon service est venu me voir en me disant « il faudrait me remplacer à l'horaire parce que je suis sur la spéciale ». Et c'est comme ça que j'ai appris que ça se faisait. Je ne l'ai pas tellement bien pris, évidemment. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un secret autour de l'émission, y compris en interne, pour éviter que la surprise ne soit divulguée. Pierre Marlet, c'est un peu ça aussi. C'est pour ça qu'on s'est adressé à moi. En fait, pourquoi est-ce que je deviens coordinateur? Parce que je suis à l'époque éditeur de Questions à la Une. Et cette émission va, comme vous l'avez montré ici aujourd'hui, comme on l'a entendu, prendre la place de Questions à la Une. Donc il y avait toute cette opération de dissimulation qu'il fallait aussi mettre en avant. Mais donc y compris à l'intérieur de la RTBF, ce qui est important de comprendre de l'extérieur. Il y avait une peur réelle chez les auteurs du projet que si cette information était divulguée, qu'elle venait à la connaissance de l'extérieur, évidemment, les faits allaient être complètement ratés. Et donc, on n'allait plus avoir la même explication. Donc, c'était cette volonté, effectivement, de dissimuler. Et c'est vrai qu'en interne, il y a eu cette volonté de le dissimuler jusqu'au bout. Et tout qui était participé au projet, on lui demandait surtout n'en parle pas autour de toi, même à ta compagne, même à ton frère, même à ta mère. C'est le projet Manhattan, quoi, la bombe nucléaire américaine en 1945, quoi. Oui, toute proportion gardée. Et c'est vrai que là, par contre, il y a une erreur, franchement, c'est qu'il aurait fallu mettre quand même les personnes au courant à l'intérieur de la maison, et notamment les journalistes, le soir même que de ce qui allait se passer. Parce que là, effectivement, il y a eu le sentiment chez certains journalistes d'être un peu cocu, de dire enfin la chaîne sur laquelle je travaille ne me met même pas au courant. Pierre Marlet, on entendait à l'instant Hervé de Guélinck parler de la guerre des mondes. On s'est arrêté dans notre récit à la 36e minute, au moment où le bandeau « Ceci est une fiction » apparaît et reste à l'antenne. On voit qu'il clignote avant. Comment ça se passe? C'était pas prévu de le mettre comme ça à l'écran visible? C'était prévu de le mettre en cas de coup dur, c'est-à-dire si l'émotion était tellement forte qu'il fallait réagir. Et donc, si vous voulez, dans toute l'opération, il y a tout le temps une tension entre, d'un côté, ceux qui disent « attention, de mettre suffisamment de marqueurs pour que quand même, après le premier effet de surprise, très vite les gens comprennent, voilà, il y a des choses invraisemblables par l'humour et autres, les gens vont comprendre. » Et de l'autre, ceux, et notamment les concepteurs du projet, évidemment, qui veulent que le secret reste gardé le plus longtemps possible pour créer cet effet. Et donc là, il y a eu un effet de balancier. Alors, est-ce que le curseur a été correctement mis? Ça, peut-être pas. Sans doute l'émotion était trop forte. Et effectivement, le « ceci est une fiction » était normalement le dernier élément qu'on devait... Bon, si vraiment il faut le mettre, mais a priori, on ne va pas l'utiliser. Et on l'utilise après 36 minutes, ce qui est assez révélateur. Hervé de Guélinck, le curseur était le bon, sur le bandeau « Ceci est une fiction » On aurait dû le mettre dès le début pour éviter des moments de panique, parce que moi j'en ai vécu. Dès que l'émission a commencé, il y avait un central téléphonique installé à la rédaction, ça n'arrêtait pas de sonner. Donc je me rendais bien compte qu'il y avait déjà un effet. C'est pas uniquement des gens qui râlaient, c'était des gens paniqués. Moi je suis rentré chez moi. Il se fait que j'habitais à l'époque en Flandre, à Oulart, de l'autre côté de la frontière linguistique. Et je prenais donc le train à Schuman. Et à Schuman, il n'y avait que des gens paniqués. Et là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais ce métier? C'est pas pour tromper les gens. J'étais vraiment mal. J'étais à deux doigts, c'est le cas de le dire, d'envoyer un SMS de démission. Parce que je n'en pouvais plus. Je trouvais ça, j'étais choqué. Et j'étais, comme les gens, trompé. Je me sentais trompé et mal. Ça a été pour moi vraiment le pire jour de ma carrière. Il est donc 21h. Ce bandeau apparaît sur l'écran. On se replonge dans les couloirs blafards du boulevard Reyers. Il est 20h36 dans les couloirs qui mènent à la régie du JT. 3 hommes avancent d'un pas décidé. Ils ont tous les 3 le portable collé à l'oreille. Il y a là Jean-Paul Philippot, administrateur général, Yves Bigot, directeur des antennes, et Bruno de Blander, le directeur de la communication de la RTBF. Une caméra les filme.
Ils arrivent près de la porte de la régie. Les images seront diffusées 1 an plus tard dans le magazine Question à la Une. Et si l'on tend bien l'oreille, on entend le directeur des antennes Yves Bigot donner l'ordre de faire passer le déroulant à l'antenne parce que ça chauffe trop. D'accord, ok, je le lance, on est prêt. Ok, on fait passer le déroulant. Ouais. Bon, oui, ça chauffe trop. Ouais. Réponds. Oui, Victor, c'est Yves. Faites passer le déroulant là maintenant dès que vous pouvez. Les 3 hommes ont l'air calmes. Pourtant, à ce moment précis, la situation est extrêmement tendue. Les messages affluent en masse à la RTBF. Des téléspectateurs, des hommes et des femmes politiques, des journalistes, des diplomates appellent la RTBF inquiets, voire en panique. Le grand patron de la RTBF prend alors conscience que les indices censés montrer aux téléspectateurs qu'il s'agit d'une fiction sont beaucoup trop discrets et ne sont pas compris d'une grande partie du public. Sous la pression, Jean-Paul Philippot exige qu'il soit indiqué clairement qu'il s'agit d'une fiction. Pendant ce temps, le centre d'appel mis en place par la RTBF et qui peut recevoir jusqu'à 600 connexions en 30 est débordé. Beaucoup ils sont très choqués, beaucoup en larmes. Certains nous parlent de malaise de personnes âgées, leur papa, leur maman, ils ont dû emmener à l'hôpital. Voilà. Oui, c'est ce qu'ils nous disent, on ne peut pas le vérifier évidemment. Il y en a d'autres qui nous disent qu'ils ont renoncé à annuler leurs vacances en Flandre parce qu'ils y ont cru. Des personnes paniquées, des téléphones qui chauffent et même une manifestation spontanée qui s'organise. Armés de leur drapeau belge, une poignée de citoyens se retrouvent devant le Palais Royal pour défendre la Belgique. J'ai dit à mon mari, nous on va aller au Palais Royal, on va aller voir. Mais quand je vois que c'est un canular comme ça, je trouve ça honteux. Vous avez cru, vous? Mais moi j'ai cru, oui, j'ai reçu des messages, j'ai reçu au moins 5 ou 6 messages d'amis qui m'ont dit oui, ça ne va pas, la Belgique est là, allez, sortez et tout ça. Moi j'ai vu marqué c'est une fiction, mais j'ai pas cru. Et à partir du moment où on marque que c'est une fiction, oui, je crois mais que... c'est-à-dire qu'il y a un effet... Ça démontre ce qui peut se passer en réalité. Et je crois que c'est important de réveiller un petit peu le Belge. On est nus parce qu'on ne veut pas la séparation de la Belgique. On veut une Belgique unie. On ne veut pas que les Flamands et les Wallons se déchirent. Dans un premier temps, les réactions sont donc très largement négatives. Pas grand monde ne soutient la RTBF et ne comprend ce qu'elle a voulu faire. Alors que les journalistes savent maintenant que leur émission suscite polémique et indignation, l'émission touche à sa fin. Je vous propose maintenant un autre reportage, mais ce qui se passe dans le pays n'est pas très clair. À l'heure qu'il est, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Il y a beaucoup d'agitation un peu partout sur les téléscripteurs aussi, du bruit. Cela ne ressemble pas tout à fait à une attaque, mais c'est très confus, beaucoup de bruit, je le disais. La dernière séquence montre un parachutage de soldats sur la tour Reyers qui explose dans un montage grossier. Alors qu'elle avait commencé avec un certain réalisme, elle se termine dans le grotesque. Elle se termine sur un symbole, la chute de la tour Reyers, comme si le réalisateur anticipait que la RTBF allait subir des attaques et peut-être s'effondrer. Alain Gerlache, directeur de la TV, en plateau, conclut en improvisant un texte qui tente déjà de calmer la polémique qui s'installe. Alors nous avons beaucoup réfléchi avant de nous lancer dans cette aventure audacieuse et nous en avons mesuré les implications, mais parfois il faut prendre des risques pour prendre ses responsabilités. Et le fait que l'on ait pu y croire au début de cette émission, jusque dans certains milieux internationaux ou diplomatiques, la vraisemblance de cette indépendance de la Flandre, cela jette une lumière particulièrement crue sur la réalité belge d'aujourd'hui, que cela plaise ou non, qu'on le veuille ou pas. À peine l'émission terminée, les dépêches tombent, les unes après les autres. À 21h20, le Premier ministre Guy Verhofstadt décoche un communiqué dénonçant un acte irresponsable pour une chaîne publique. À 21h49, Elio Di Rupo, président du PS, parle d'une émission d'un goût plus que douteux, irresponsable et incivique. La RTBF est donc en mode gestion de crise. Entre 1h et minuit, une réunion a lieu dans un bureau du 9e étage entre les patrons de la chaîne publique. Certains, minoritaires, pensent qu'il faut faire machine arrière, s'excuser et reconnaître une erreur. D'autres, majoritaires, pensent qu'il faut assumer à 100%. Après une longue discussion,
la décision est prise, il faut assumer. Il est 1h du matin quand ils ferment les lumières, les grands patrons, ils se disent que c'est peut-être pour la dernière fois. Quand la Belgique se réveille, le 14 décembre, elle n'est plus aussi unanime cependant à condamner la RTBF. C'est bien un pays divisé qui se réveille. Dans la presse, Sud Presse, le soir, se montre plutôt favorable. Par contre, l'Avenir, la DH et surtout la presse du nord du pays est très critique. À la gare de Namur, micro-trottoir de circonstance. Ce matin, vous pensiez que la Belgique était divisée en deux? Bah oui. Et ça ne vous faisait rien du tout? Bah si, attendez. Quand même un peu, bah si, voilà. Ça nous a fait peur quand même. Moi, ça m'a pas fait rire parce que je suis d'origine flamande, ça fait 17 ans que j'habite ici. Et c'est des choses qui personnellement me font pas rire, quoi. Je trouve que c'était une bonne initiative, bon, de montrer qu'est-ce qui pourrait arriver en Belgique. La méthode n'était pas un peu trop choc? Peut-être pour certains, mais bon, pas pour moi, en tout cas. C'est pas mal qu'on secoue un peu le cocotier de temps en temps et qu'on interpelle un peu les gens sur un sujet qui, en général, sur lequel les gens sont très timides, finalement. Je me suis dit, bon, c'est un scénario à réflexion, un scénario possible à réflexion. Après coup, bien sûr. Hein. Mais sur le coup, je me suis dit, c'était un petit peu dur. Je suis triste. Si, j'ai pas dormi. Honnêtement, j'ai pas dormi. Ça vous a secoué à ce point? Oui, si, je suis émue, oui. Une population divisée donc, mais par contre, le monde politique est lui assez largement unanime pour condamner la RTBF et à tous les étages de la maison Belgique. Le palais condamne un canular de mauvais goût. Au fédéral, après le Premier ministre, les deux vice-premiers ministres francophones, Didier Reynders et Laurette Onkelings, MR et PS, n'y vont pas de main morte. Juste une petite réaction. Faire participer le Belang à ce genre d'émission en négociant avec ce parti d'extrême droite, c'est une façon de rompre en plus le cordon sanitaire. Donc tout était faux, il y a maintenant des responsabilités à assumer. Pour ce qui me concerne, je dis clairement que là, il y a une faute au niveau de la RTBF. En Wallonie, le numéro 1 et 2 du gouvernement, Elio Di Rupo et André Antoine, scalpent la RTBF. Les politiques trouvaient que cette manière d'agir entre la fiction et l'information était quelque chose d'inacceptable. Et les sujets, chacun prend la liberté et la responsabilité d'utiliser un sujet. Mais la manière de le faire était pour nous quelque chose qui mettait l'opinion en panique. Il ne faut plus à l'avenir de cinéma, de mise en scène. Tout au plus faut-il commenter les événements, amener les uns et les autres à réagir, mais rien d'autre. Pas de coup d'éclat médiatique et surtout pas de coup d'état médiatique. Côté flamand, à part les nationalistes de la NVA, du Vlaams Belang et du petit parti Spirit, tout le monde condamne, en particulier le ministre-président flamand, Yves Le Terme. Si vous voulez lancer un débat, vous devez le faire d'une façon très honnête et correcte. Et surtout, représenter les différents points de vue avec honnêteté et correction. Mais ici, on a fait une caricature. On a dépeint la Flandre comme une bande d'extrémistes, et ça ne va pas, c'est très mauvais. Vous étiez au courant de cette émission? J'étais au courant, on m'a appelé à 2 reprises pour me demander d'y participer. J'ai toujours refusé, et je suis très content aujourd'hui d'avoir dit non. Yves Le Terme qui gardera toujours une dent envers la RTBF. Devenu Premier ministre, il n'hésitera pas à traiter la RTBF de radio Mille Collines, en référence à la radio qui appelait au génocide des Tutsis au Rwanda. La première. L'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet. Alors on va reparler évidemment de la forme. Il y a pas mal de questions et du fond qui se posent autour de Bye Bye Belgium, presque 15 ans après. Mais je voudrais d'abord avoir votre avis quand on voit la Belgique d'aujourd'hui. Et la composition du Parlement, par exemple, aujourd'hui, où il y a beaucoup de nationalistes, presque la moitié des élus flamands sont des nationalistes aujourd'hui. Est-ce que Bye Bye Belgium avait raison ? Hervé de Guélinck. Je ne parle pas tellement de la forme, je parle du fond, de ce qu'on a voulu dire à l'époque. Ce qu'on a voulu dire, ça pouvait se résumer en quelques phrases, en quelques mots. Il n'y avait pas besoin de faire une fiction, de tromper les gens de manière, je dirais même complotiste, parce que inventer un parlement qui se réunit le soir dans l'ombre pour poignarder dans le dos les méchants francophones, c'était un peu ça. Je trouve que c'est très choquant. Alors que si on voit effectivement l'évolution des revendications flamandes, il y avait ce qu'on avait appelé les 5 résolutions du Parlement flamand qui datent de 1999, qui avaient été adoptées par le Parlement et qui étaient, comme l'a écrit le Vif, je crois, à l'époque,
la Bible des Flamands en matière de régionalisation. C'était clair, on savait ce qu'ils voulaient. Ils ont à peu près tout obtenu maintenant d'ailleurs. Mais voilà, pas la peine de faire une fiction comme on l'a imaginé et de perdre son âme à dire quelque chose qu'on aurait très bien pu dire, ou alors on a très mal fait notre boulot de journaliste, nous à la RTBF et nos collègues dans la presse écrite, parce qu'on n'a pas suffisamment alerté, mis le point sur les i et sur ces revendications flamandes, qui en soi n'avaient rien d'illégitime. Pierre Marley, il fallait passer par la fiction pour réussir à expliquer ça ? Alors, je ne sais pas s'il fallait ou il ne fallait pas, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit Hervé en l'occurrence, parce que il y avait beaucoup de choses dans cette émission. Ça ne se résume pas juste à un coup d'éclat comme ça avec le roi qui quitte le palais. Il y a des choses de fond qui sont explicitées. Il y a des réunions... Enfin, moi, j'ignorais que, par exemple... Il y avait tant de contacts entre ces nationalistes flamands, au-delà des partis qu'ils se réunissaient fréquemment. Donc, il y avait toute une série d'éléments concrets qui ont été expliqués. Je me souviens très bien, parce qu'il faut voir l'opération dans son ensemble. Il y a l'émission en tant que telle. Elle n'a pas été lancée comme ça, boum, et après, c'est terminé, voici la pub, passée à autre chose. Il y avait un débat qui était organisé. Un débat de mise au point à l'époque. Un débat de mise au point que je contribuais à organiser. Qui a eu une très bonne audience, du coup. 300 000 personnes qui, à 11h minuit, essayer de comprendre à quoi rimait la scission de Bruxelles à Vilvoorde. Je suis désolé, jamais on n'aurait pu obtenir une telle attention à quelque chose qui allait rythmer la vie politique. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été expliquées à ce moment-là, grâce, effectivement, à la forme choc qui a été mise en avant. Et tout de même, aujourd'hui, ce Parlement flamand qui se réunit dans l'ombre, certes, ça n'est jamais arrivé. Mais après tout, il y a eu, il y a quelques années, en Espagne, une déclaration d'indépendance qui finalement s'est faite sous un mode assez comparable, où tout à coup, un Parlement décide son indépendance, qui certes n'est pas reconnue, mais qui provoque une crise interne très profonde en Espagne, entre d'un côté, qui réveille d'ailleurs un nationaliste espagnol en opposition à ce nationalisme catalan. Donc ce sont des choses qui ne sont pas complètement inventées, et lorsque vous avez un Parlement flamand aujourd'hui, ou quand vous cumulez le nombre d'élus NVA et d'élus Vlaams-Belang, on est quand même au-delà de 40%, largement. On commence à se poser des questions sur les élections de 2024. Donc, on n'est pas non plus, comme ça, à inventer une situation qui n'a aucun sens. Et encore d'un mot à propos de la comparaison avec les Martiens. Les Martiens, c'était quelque chose d'un peu... quelque chose qui n'allait pas arriver, évidemment. Il n'y avait pas de Martiens qui allaient débarquer. Mais là, tout de même, on est sur quelque chose qui concerne notre vie politique et qui ne part pas de nulle part et qui aussi nous fait réfléchir. Ouais, toujours sur la situation belge à l'époque et puis maintenant, c'est vrai que j'ai calculé, avant cette émission, il y a donc 42 élus nationalistes, qui se disent séparatistes, soit à l'NVA, soit au Vlaams-Belang, élus au fédéral, sur 89 élus néerlandophones, dans le rôle linguistique néerlandophone. C'est vrai qu'on arrive presque à la moitié, Hervé de Guélinck. À l'époque de l'émission, on était à beaucoup moins que ça, il y en avait une vingtaine. Donc, est-ce que quelque part sur ce point-là quand même, Bye Bye Belgium n'a pas ouvert, peu importe la méthode, les yeux sur une réalité qui est en train de monter, celle du nationalisme flamand? Très honnêtement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça ait influencé évidemment le vote des électeurs flamands. Certainement pas. Donc je ne pense pas que... Non, je pense que c'est une lame de fond qui était en route. Peut-être on aurait dû la traiter plus. Mais je voudrais quand même signaler que dans nos journaux télévisés, et je dis non parce que je pense que mes collègues d'une autre chaîne que je ne citerai pas, et y compris dans la presse écrite, quand on discutait entre nous de la place de la politique dans les JT, c'était effectivement très difficile de faire passer des sujets télévisés en disant oui, ça embête les gens, etc. Or, du temps où j'étais service, on faisait beaucoup de politique et certains me disaient on en fait beaucoup trop. Mais je voudrais juste revenir 30 secondes sur la comparaison avec la Catalogne. Je ne pense pas du tout que la comparaison tienne pour la simple et bonne raison qu'en Catalogne, c'était annoncé, tellement bien annoncé que c'était filmé. Tout le débat a été filmé avec des gros plans sur les bulletins de vote que l'on mettait, etc. Mais c'était pas la surprise. Il n'y avait pas de surprise. Oui. Donc, sur la surprise, non, mais sur le fait qu'un Parlement se déclare indépendant, c'est quand même quelque chose qui s'est fait en Espagne. C'est pas un truc qui tombe de nulle part. C'est simplement ça que je dis. Mais on entend notamment Yves Le Terme, et c'est vrai que il y a eu beaucoup de choses échangées, on n'a pas pu tout mettre dans les récits, mais beaucoup de nos confrères également, journalistes au nord du pays, disaient mais vous avez caricaturé, vous avez montré une Flandre extrémiste.
ce qu'elle n'est pas. Pierre Marlet, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez aussi ressenti? C'est vrai que vous avez fait l'exercice de la caricature un petit peu, mais ça a été pris pour argent comptant. Mais c'est-à-dire que dans toute caricature, on force le trait, ça c'est évident. Pour moi, Bye Bye Belgium, c'est... Quand Hervé parle de fake news, évidemment, je n'accepte pas le terme. Pour moi, c'est une sorte de fable médiatique, de quelque chose qui effectivement est fictif, qui n'a peut-être pas été suffisamment annoncé comme tel, mais que l'on découvre de plus en plus fictif au cours de l'émission. Il y a une utilisation de l'humour, il y a donc une série d'éléments qui permettent aussi de prendre distance par rapport à une situation qui est émotionnellement difficile à vivre et qui donc correspond tout de même, vous l'avez rappelé, à la présence, à l'existence de nationalisme flamand. Bien entendu que tous les Flamands ne sont pas nationalistes. Bien entendu que quand on fait des sondages en Flandre, la plupart disent ne pas vouloir l'indépendance. Par contre, la plupart disent vouloir plus d'autonomie. Et donc, c'est là qu'évidemment, il y a un vrai débat politique qui n'a cessé de toujours exister en Belgique et qui est de plus en plus fort et que rien n'arrête, et qui est là, qui est présent, avec lequel il faut vivre. Et quand effectivement on flirte aujourd'hui par rapport à il y a 20 ans avec presque une majorité, une très large minorité en tout cas de députés qui se disent séparatistes, qu'on le veuille ou non, il faut vivre avec ça et avec cette réalité. C'est la fin quand même de la solidarité entre les régions dès 2024. Oui. Donc c'est pas des choses issues de nulle part, et je crois modestement que cette émission, quand on la regarde aujourd'hui, on se dit elle n'était quand même pas complètement à côté de la plaque sur une forme de réalité que nous vivons aujourd'hui dans le débat belgo-belge. Moi, en réécoutant les archives, il y a quand même quelque chose qui me frappe et qui pose une question qui, je crois, résonne très très fort aujourd'hui. C'est qu'on entend que c'est un coup qui a été monté par des journalistes, mais qui a été aussi monté avec des politiques. On entend José Appart qui joue, on entend des politiciens flamands qui jouent. Y compris du Vlaams Belang. Y compris du Vlaams Belang. Est-ce que ça n'a pas pu donner le sentiment auprès de la population d'une forme de coup monté entre journalistes et politiques qui, ensemble, font quelque chose dans le dos de la population? Est-ce que ça, c'est pas de nature à abîmer la relation entre la population belge et les médias? Hervé de Guélang, peut-être. Oui, je voudrais simplement, par rapport aux personnes qui ont été interrogées, interviewées, certaines ont clairement joué le jeu, donc savaient très bien dans quelle pièce elles jouaient, d'autres pas. Je pense à Herman de Croo, qui était à l'époque président de l'Achan. Quand on entend bien ce qu'il dit, il dit non, c'est pas possible, ce truc, ça n'existe pas. Et donc, quelque part, ça vient complètement à faux par rapport à ce qui est dit dans l'émission. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a profondément choqué aussi, c'est qu'à l'époque, on avait des consignes très strictes au JT et dans l'ensemble de la RTBF, c'est de ne pas donner la parole à l'extrême droite, au Vlaams Belang, en direct, sans contradicteur. Sans contradicteur. Or, on a laissé dire Monsieur De Winter ceci, c'est à cause des scandales du PS, c'est eux qui sont responsables de l'envie de l'indépendance des Flamands. Et ça a été dit sans aucune contrepartie. Donc on peut comprendre que du côté du Parti socialiste, on n'est pas très bien vécu l'événement, mais je trouve que c'était choquant de laisser... Et toute la séquence d'ailleurs de ce fameux repas, soi-disant en caméra cachée, j'aimerais bien qu'on m'explique comment ça a été tourné pour qu'au cours d'un repas, nous avons tous été à des repas politiques ou autres, où on parle de tout et de rien. Et là, il parle par hasard face caméra. Il parle face caméra pour dire que du mal des francophones. Il me semble que ça a été vendu comme étant une caméra cachée. Pierre Marlet, là-dessus, vous qui avez coordonné le projet, réexpliquez, parce qu'on l'a pas entendu, cette séquence du dîner à Anvers entre séparatistes et nationalistes flamands, qui sont pas tous des politiques d'ailleurs, il y a aussi des gens du monde culturel flamand. Enfin bref, racontez-nous un petit peu cette séquence et cette accusation, et elle a été relayée par certains politiques, d'avoir brisé le cordon sanitaire ce soir-là. Alors, bon... La question, c'est celle-ci. Donc, il y a une réunion à Anvers. Donc, moi, je n'étais pas au reportage. Donc, c'est un reportage qui a été fait par Philippe Dutilleul. Et donc, ces personnes se réunissent vraiment. Donc, ça, c'est pas fictif. Il y a bien une réunion. Après, évidemment, dans le cadre du projet, et toute l'ambiguïté tourne autour de ça, et la question qu'Hélène soulève est assez légitime, c'est de dire, attention, vous jouez dans un contexte, le contexte d'une émission qu'on explique. Donc évidemment, les personnes nationalistes flamandes qui sont autour de cette table savent qu'elles vont être filmées, donc ce n'est pas du tout une caméra cachée, par contre, ça je tiens à le préciser, savent que les caméras de la RTBF sont là pour une émission
fictives, je ne sais pas jusqu'où on est allé dans la description de l'émission, et donc font comme si, exactement comme une autre séquence qui n'a pas été filmée, filme les bourgmestres de la périphérie francophone, les fameuses 6 communes à facilité qui se réunissent, et on leur dit, voilà, la Flandre est indépendante, comment est-ce que vous réagissez? Ils jouent leur rôle en essayant de dire, nous, il faut qu'on marque notre lien avec Bruxelles, etc. Donc, ils connaissent le contexte dans lequel ils jouent. Donc, je pense que toutes les personnes qui sont intervenues dans cette émission, tous les hommes politiques et aussi ceux qui jouent un rôle, comme des policiers, comme le tram que vous avez montré, le train, il y a toute une série de personnes qui jouent un rôle, savent le contexte dans lequel ils jouent. Par contre, ce qu'ils ne mesurent pas, ça c'est vrai, c'est le contexte émotionnel que ça va susciter. Et qui était sous-estimé. Ça, c'est quand même quand on regarde notamment les archives, un peu les coulisses, etc. de l'époque, puis j'ai joint d'autres responsables de la RTBF pour faire ce récit, ils ne se doutaient pas que ça allait aller aussi loin, que ça allait créer de l'émotion. Oui, mais pas à ce point-là. Quand même, Hervé de Galinck là-dessus, le fait que des hommes de médias, des hommes et des femmes de médias se sont dit « non, les gens vont pas nous croire, les gens vont forcément voir que c'est faux, ou assez vite en tout cas, peut-être après un effet de surprise, ils vont retomber sur leurs pattes. » Ce qui a été le cas pour certains d'entre eux. Oui, quand même. Qu'on n'a pas entendu. On a entendu un peu notamment dans le micro-trottoir à Namur, là, qu'effectivement, il y a des gens qui n'y ont pas cru. Mais quand même, on a été surpris, en tout cas, ici à l'RTBF, du niveau de crédulité. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui m'a été redit récemment quand j'ai donné quelques coups de fil pour préparer un peu l'émission avec des acteurs, enfin, pas nécessairement des politiques, mais des gens qui travaillaient à l'époque qui aussi devaient se souvenir. Et tous m'ont dit, oui, c'est quand même curieux, cette confiance absolue qu'on a encore à la RTBF, et personne n'a pensé à zapper, voire sur la VRT, qui devrait être quand même les premiers informés, me semble-t-il, ou bien sur la concurrence RTL. Non, tout le monde est resté scotché, ceux qui ont commencé à voir l'émission sont restés scotchés et ont regardé jusqu'au bout. Ils ont continué même à regarder en sachant que ça devenait une fiction, et puis comme vous l'avez dit, une vraie farce à la belge. Oui, il y a même des gens, en entendant le micro-trottoir, qui disent « Mais j'ai vu que c'était fiction, mais j'y croyais toujours pas. Je pensais que c'était toujours vrai, malgré le fait qu'il soit noté fiction. » C'est vrai qu'aujourd'hui, où on parle beaucoup de fake news, et c'est vrai que Hervé de Galinck l'a utilisé, mais où en tout cas, on est dans beaucoup d'infos qui ne sont plus vérifiables facilement, etc., où on parle beaucoup de fabrication de l'information, ce serait plus non plus possible de refaire cette émission, hein, Pierre Marlet. Certainement, parce que le monde a changé. Mais tout de même, c'est vrai qu'on garde le sens critique, en fait, devrait être davantage cultivé de manière générale. Mais critique dans le sens positif, pas dans un sens complotiste. Donc, c'est l'éternelle question. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai sous-estimé. Mais on savait bien que ça allait susciter une réaction. Si on a mis un call center en place, c'est qu'on savait qu'il y avait des gens qui allaient appeler. Si on a donné un numéro de téléphone pour appeler, c'est parce qu'on savait que certaines personnes allaient être en colère ou allaient avoir peur. On a mis aussi des journalistes, des vrais journalistes qui répondaient à ce call center. On n'a pas mis quelques collaborateurs. Donc, on a voulu faire en sorte d'avoir le meilleur contact possible. Mais, clairement, oui, on a sous-estimé l'impact émotionnel, violent. Tout de même, ce soir-là, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, et pour en avoir discuté d'ailleurs avec Julie Morel, qui était au call center ce soir-là, il y a 3 étapes. Il y a une première étape de peur que Hervé a décrit, qui a existé. Je ne sais pas si tout le monde a réagi, a eu peur, mais il y en a eu, c'est clair. Ensuite, ce qui domine, c'est la colère de s'être fait avoir, c'est un peu logique. Et puis, très vite, le soir même, déjà pendant le débat, je lui dis, tiens, ça commence à changer de ton. Il commence à y avoir des gens qui disent, tiens, finalement, c'est peut-être pas si mal ce que vous avez fait. Et on a eu le soir même ce qui s'est passé par la suite. C'est-à-dire qu'on a eu une espèce de résumé de la polémique de Bye Bye Belgium autour de cette question. On a fait peur parce qu'on n'a pas mis assez clairement les marqueurs. On a suscité une colère. Mais on a suscité aussi une réflexion. Voilà, je crois que c'est les 3 éléments. Alors, on ne sera jamais d'accord, Hervé et moi. Non, ça on l'a compris, mais c'est normal, ça fait toujours débat 15 ans après. Mais je crois qu'on est, mais je crois qu'on est au moins d'accord. Avec De Brigode, je tiens à le souligner. On est au moins d'accord sur le fait qu'il y a eu ces 3 éléments-là qui ont coexisté, alors à des degrés variables. Et je tiens à dire qu'il y a des gens qui ont aussi zappé. Moi, j'en connais, j'ai des amis qui ont dit « Je suis allé voir sur la VRT, sur RTL, il n'y avait que vous », donc ça a fait tilt. Voilà. Donc il y a quand même eu ce réflexe-là chez une partie des gens, mais effectivement, on a sous-estimé, c'est clair, l'impact émotionnel. Est-ce que ça a pu, quand même, Hervé de Galinck, avoir un effet, on sent depuis le début de l'émission, et que vous n'êtes pas du tout optimiste, positif sur ce projet depuis le début, mais est-ce que ça n'a pas eu un effet peut-être quand même
positif. Je vous pose la question notamment sur le fait que les gens se disent mais la RTBF a osé quelque chose que personne d'autre, quasiment dans le monde, n'oserait faire. Est-ce que ça n'a pas pu susciter après coup, peut-être pas sur le moment même, mais après coup, une forme de « ah oui, la RTBF, elle ose, elle est indépendante ». Oui, mais est-ce qu'on peut tout oser quand on est une institution? C'est la grande question. Moi, je trouve ça un peu prétentieux, voire de l'arrogance par rapport à son public, de dire « nous, on a la vérité, attention les gars, on est un peu comme un politburo et on va décider de ce qui est la vérité pour vous et on va vous l'infliger ». Parce que c'était ça, on allait infliger ce que certains croyaient être la vérité, qui n'était pas la vérité, qui en réalité était beaucoup plus nuancée que cela. Et donc, oui, moi, je trouve ça... toujours. On n'y a pas gagné, quoi. Je voulais dire dans la relation publique. Personnellement, je ne pense pas. Mais je ne suis pas bien. L'idée de vérité, c'était pas une vérité. C'est présenté comme une fable. Et petit à petit, d'ailleurs, ça devient grotesque. Donc, on a quand même compris que c'était voilà, les traits d'humour sont de plus en plus soulignés. Donc... C'était une vérité pendant 36 minutes. 36 minutes. Voilà. Oui, mais le but, c'était pas une vérité. C'était faire comme si c'était une fable. Après, voilà, on ne sera pas d'accord. Par contre, ce que je pense, c'est que pour répondre à la question de Bertrand, moi, je crois que la RTBF a gagné, certes en idée d'audace, ça pour le moins elle en a eu, mais aussi en une forme de crédibilité, de dire, voilà, on ose faire quelque chose comme ça, on ose le faire de manière indépendante et d'en assumer après les conséquences. Voilà. Et là, pour le coup... voilà, ça a été le service après-vente a été aussi réalisé et on a tenté par ailleurs, par la suite, de faire des émissions et d'autres médias d'ailleurs se sont lancés. Il y a une polémique assez forte entre le Standard et le Soir qui a fait naître une collaboration par la suite de dire tiens, puisqu'on ne s'entend pas bien, puisqu'on ne se comprend pas, essayons de mieux nous comprendre. Voilà, il y a quand même eu cette volonté-là qui a aussi existé. Et la question restera toujours, est-ce que la fin justifiait tous ces moyens-là? Et on a entendu que entre vous n'êtes pas d'accord et ce n'est pas une fiction. Vous n'êtes toujours pas d'accord 15 ans après. Merci Pierre Marlet d'avoir participé à cette émission. Mais c'est avec plaisir qu'on a quand même débattu. Exactement, et merci Hervé de Guélinck. Et je dirais même que c'est avec intérêt aussi que nous avons débattu. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce que nous faisons chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma et la réalisation de Jonathan Remy.